Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué ces dernières heures par deux départs qui ne sont pas officiels, mais c'est la seule chose qui manque à ces deux dossiers bouclés. Je fais référence à El Shaddai Bichabou et Mauro Icardi, lui on s'y attendait un peu plus. Commençons par le défenseur français de 18 ans qui a eu un temps de jeu très conséquent en seconde partie de saison, malgré à chaque fois des contextes défavorables, d'abord sur les physionomies des matchs qu'on perdait ou alors dans lesquels on était en ballottage défavorable, et ensuite par rapport à l'organisation de l'équipe qui tactiquement était absolument lamentable. On sait que ces derniers temps, il a visité les installations du RB Leipzig, qu'il devrait donc rejoindre incessamment sous peu de manière officielle. C'est une exclusivité sortie par Fabrizio Romano hier soir aux alentours de 22h. Il en avait marre, Fabrizio, de sortir tous les jours la même information sur Xavi Simons, la clause et le dernier choix revient au joueur. Il en avait marre de se tromper sur les durées des contrats de toutes nos recrues. Il n'y en a pas une où il a eu bon. Et du coup, il s'est dit, je vais jouer mes contacts quand même. Et cette semaine, je me reprends. Il a eu Vlahovic en exclusivité. Et hier soir, donc, El Shaddai Bichabou, il nous dit que le deal est presque bouclé. Ce matin, il balance son fameux Here We Go pour un montant de plus de 15 millions d'euros. Entre-temps, tu as eu la confirmation de Loïc Tanzi pour le journal L'Équipe, qui ajoute que le PSG voulait le prolonger avant de le prêter, mais comme le joueur a refusé de prolonger, qu'il était à 1 an de la fin de son contrat, on a négocié un deal à 15 millions qui va jusqu'à 20 avec les bonus. Voilà. Bon, à partir du moment où le garçon ne veut pas prolonger, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut le faire partir, essayer de maximiser l'indemnité que tu fais. Surtout que Francfort et Leverkusen étaient aussi sur le coup. Donc au final, 15 millions pour une année de contrat, soyons objectifs, c'est quand même bien vendu. Voilà, surtout pour un joueur qui a beaucoup joué, mais qui a autant joué qu'il a montré ses lacunes en réalité. Contre Châteauroux, embrouille avec Keylor Navas, on prend un but, Coupe de France. Toulouse y rentre, 2 secondes après, il concède un coup franc qui fait but, même si le but c'est pas non plus de sa faute. Contre le Bayern, alors Galtier en a fait des caisses, mais revenir dans l'axe, c'est pas forcément la décision idéale, même si le premier fautif c'est Marco Verratti, et surtout le pire c'est que revenir dans l'axe, il le fait un mois plus tôt contre Monaco où il nous concède un but encore une fois. Bon bref, à chaque fois qu'il était sur le terrain, la gestion de la profondeur, techniquement, on sentait quelqu'un qui n'était vraiment pas à l'aise, peut-être submergé par les événements. Là où j'aurais des regrets, c'est que, bon, qu'il soit un peu lent, on le savait déjà quand il était en jeune. Que la gestion de la profondeur soit un petit peu compliquée pour lui, pareil, il avait des lacunes, toujours. Et c'est pas le fait qu'il fasse 1m95 dès ses 15 ans qui va y changer quelque chose ou qui va faire de lui un bon défenseur moderne. Par contre, il avait une qualité, et on l'avait même vu sous Thomas Tuchel, c'est le jeu long à la relance. Sa capacité à casser les lignes. Et vraiment, je l'ai trop peu vu le faire avec l'équipe première. Voilà. Si j'avais des regrets, ce serait peut-être là-dessus, le fait de ne pas l'avoir vu allongé. Et finalement, ses meilleurs matchs sont en tant que latéral gauche contre Strasbourg le 28 décembre. Je pense que c'est le meilleur match qu'il te fait cette saison. Le match qu'on gagne 2-1 à l'arraché avec Mbappé qui va te chercher un penalty là, juste après la Coupe du Monde. Il est latéral gauche, je crois, dans un 4-4 de losange. Et il y a un autre match qu'il a joué à ce poste-là, mais je m'en souviens plus trop. Donc voilà, si on veut être tatillon, le garçon est encore jeune. On ne peut pas dire où est-ce qu'il sera à 22-23 ans. Ok, à l'instant T, il a des lacunes. Pas possible pour lui de continuer dans l'équipe première. Pas possible pour lui d'enchaîner au top niveau. Il faut qu'il aille progresser dans un autre contexte. J'aurais quand même préféré le prêter pour le mettre en valeur et le faire revenir à l'issue du prêt. J'espère qu'il y a un bon pourcentage à la revente, parce qu'on rappelle que cet été, alors sur Timothy Weah à la Juve, comme ils ne l'ont pas acheté cher, et que le pourcentage c'est sur la plus-value que Lille fait, il n'y a pas vraiment de plus-value, du coup il n'y a pas de pourcentage pour nous. On a fait avec Nkunku, je crois, 7 à 8 millions. Moussa Diaby a vérifié, il y a quelques intérêts en première ligue, on va voir, peut-être aussi pour nous, pour l'avoir au rabais tout simplement, parce que je crois qu'on a un gros, je crois que c'est carrément 15%, si ce n'est 20% qu'on a sur Moussa Diaby. Je suis pas certain de ce que je dis. Mais dans tous les cas, voilà, ou alors des clauses avantageuses pour le faire revenir. J'espère que Luis Campos a négocié un petit peu tout ça. Autre regret,
le faire signer chez George Mendes au mois d'avril dernier pour qu'au final le garçon se pète. Tu te dis à quoi ça sert en fait. Et je peux pas m'empêcher de penser à la commission qui a été versée à George Mendes pour ce deal. Voilà. Je me dis, est-ce que c'est les intérêts du club ou les intérêts de notre bon vieux George qui sont mis en avant? Je ne sais pas trop. Même si bien sûr, évidemment, c'est bien vendu. Voilà. Et en plus, alors, c'est pour 1 an de contrat. Voilà, tu rachètes 1 an de contrat à 15 millions, c'est quand même pas mal. Euh, et surtout, comme à chaque fois avec les jeunes du centre de formation, c'est des liquidités qui rentrent directement dans tes comptes, qui peuvent être réinvesties directement, parce que tu n'as pas d'amortissement en cours. Par exemple, Icardi, on le fait partir pour 10 millions, autant vous dire qu'on fait une économie sur le salaire, ok, mais l'indemnité, oubliez-la, parce que comme il lui restait 1 an de contrat, et que l'amortissement c'est 10 à 12 millions, son transfert de l'Inter au PSG, bah du coup, l'indemnité, elle passe là-dedans. Là, les formés au PSG, c'est pour ça qu'en 2019, on brade Nkunku, Moussa Diaby, il y a qui encore? Il y a Ensoki aussi qu'on vend plutôt pas mal vu la trajectoire qu'il a derrière, pour justement renflouer par rapport au fair play financier, parce que tu n'as pas d'amortissement. Bon, les jeunes, vous savez ma position, hein. Warren est évidemment un gros crack qu'il faut dans le groupe premier. Tous les autres... Ethan Mbappé a eu une belle progression cette année. Voilà, il y a Lemina, l'ailier droit, qui est un petit peu explosif. C'est un profil qui colle avec ce que je quémande au club depuis plus d'1 an maintenant. Mes seuls regrets, ce serait Kingsley Coman pour la trajectoire qu'il a eue, parce que c'est vraiment devenu un ailier exceptionnel. Et Moussa Diaby, parce qu'on l'a vraiment vendu à un moment en fait où il apportait à l'équipe, où il n'était pas mauvais et où il aurait pu continuer à progresser. Par exemple, Nkunku, tu le vends après son penalty loupé en finale de Coupe de France, il y avait des prestations qui étaient un petit peu en deçà, tu savais pas trop où le mettre sur le terrain. Bon, il avait peut-être besoin d'un nouveau souffle. Mais alors, Moussa Diaby, franchement, c'est quelqu'un qui aurait continué sa progression au PSG. Je pense que comme tous les jeunes, évidemment qu'il n'aurait pas atteint le niveau qu'il a actuellement à Leverkusen parce que le contexte est complètement différent, mais il aurait quand même apporté à l'équipe. Et aujourd'hui, un ailier droit qui porte le ballon, qui est rapide, ben, ça court pas les rues déjà sur le marché, et on en a surtout un grand besoin. Hein. On cible Barcola tout simplement, voilà, ça a été encore confirmé par Fabrizio qui nous a répété l'intérêt du PSG. Bon, Icardi, donc pareil, lui ce sera officiel dans les prochaines heures. Comme j'ai dit, je suis assez surpris du joueur qui a dû faire un gros effort sur le salaire et de Galatasaray qui a du coup été capable de le faire signer définitivement alors qu'ils ont balancé 22 millions sur Zaniolo qui s'est fait 2 fois les croisés il y a quelques mois. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour l'histoire Icardi au PSG, faudrait se rendre compte qu'on est face à un des pires transferts de l'ère QSI. On parle de quelqu'un qui a coûté 50 millions. Alors, plus des bonus. Mais on sait très bien que ces performances de paquebot, elles n'ont pas levé grand bonus, disons. Hein. La plus grande masterclass dans ce dossier étant le fait que on ait mis cette fameuse clause où on devait verser 15 millions à l'Inter Milan si on revendait Icardi à un club italien, alors que c'est purement illégal et qu'au final on se retrouve avec une amende de la FIFA. Bon bref, grosse masterclass jusqu'au bout, mais au niveau de l'image renvoyée par le joueur, enfin je sais pas si on se rend compte, enfin c'est au même niveau que Ressé Rodriguez pour moi. C'est pas possible. Enfin, le mec a pris ses congés pour aller récupérer sa femme. On suivait tout ça sur les réseaux sociaux avec toutes ces stories Insta qui étaient mais d'un lamentable mettre en avant sa vie privée comme ça, alors que sur le terrain tes coéquipiers sont dans une période un petit peu difficile. Que surtout, quand tu reprends l'entraînement, tu reviens toujours avec des kilos en trop. Mais il y a des moments, il mettait pas un pied devant l'autre, quoi. Le mec, c'était un smirmorque. Les passes, il les réussissait même plus. Son entrée contre Bruges en septembre 2021. Mais rappelons-nous de cette entrée de facochère, mais de je ne sais quoi. Son match contre l'Atalanta, ailier droit. Ah, vraiment, il y a des matchs qui sont exceptionnels avec lui. Malgré tout ça, il y a un paradoxe. Il y a des moments que tu retiendras avec Icardi. Alors, ces 4 premiers mois, même si dès le mois de janvier, ça se gâte et Cavani lui passe devant dans la hiérarchie, Icardi a quand même eu le temps de former un beau quatuor avec Di Maria, Mbappé, Neymar, les fameux 4 fantastiques, et le doublé par exemple contre Marseille quand on gagne 4-0 à la mi-temps, un but fin de match contre Lyon en 2021, et même au début de Pochettino au club, il retrouve
un espèce de second souffle, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il dure quelques semaines, hein, faut pas trop lui en demander. Mais dans tous les cas, on reste quand même sur un des pires transferts du club, surtout que je dis ça, je suis très véhément avec lui parce que j'en attendais beaucoup. C'est quelqu'un que j'appréciais quand il est arrivé, que je déteste aujourd'hui évidemment, et que j'ai longtemps défendu. Et forcément, quand tu le défends et qu'au final tu te rends compte que bah non, là c'est plus possible, t'as pas recruté un footballeur, bah, ça devient compliqué. Bon bref. Renato Sanchez, selon Di Marzio, est la priorité de la Roma. Tanzi a contredit en disant que le joueur voulait absolument rester au PSG. Bon, c'est pas celui qui me dérange le plus. Je pense pas qu'il ait un salaire démentiel. S'il a 3 millions par an, je pense que c'est le bout du monde. Et les blessures, on sait très bien que c'est pas à cause de son hygiène de vie, c'est là-haut. Voilà, c'est dans le cerveau, c'est son anxiété, son angoisse. Maintenant, si on a un club qui propose ce qu'on a investi l'année dernière, pourquoi pas? Pourquoi pas y réfléchir? Évidemment que je le fais partir pour 15 millions parce que sa saison, bah, je pense qu'on peut pas faire pire. Mais de l'autre côté, bon, quand il est là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui quand même a des qualités très fortes, qui est très talentueux. Voilà, son appréhension du duel, techniquement sa capacité à porter le ballon. C'est vrai que, puis même cette saison, il y a quelques matchs où il est plutôt pas mal. Contre Haïfa, quand on gagne 7-2, il est en sentinelle et il fait un match plutôt propre. Si bon, Haïfa, sentinelle, c'est pas non plus le contexte ultra dérangeant pour un joueur. Il était plutôt dans un fauteuil. Mais voilà. Fabrizio Romano. Ah oui, je voulais parler de Rasmus Højlund, buteur danois de l'Atalanta, qui est né en 2003, qui a donc 20 ans cette année. Et donc, selon Fabrizio, eh ben, on s'est intéressé à lui ces derniers jours. Alors, Fabrizio, il nous sort un petit peu tous les neufs au PSG. Et puis, quand il y en aura un qui l'a sorti, qui va signer, il va nous dire exclusivité, je vous l'avais dit, il y a des semaines. Bon. Alors, le danois de l'Atalanta. Déjà, premier point, pour une fois, il y a de la logique entre Højlund et Vlahovic. C'est pas les mêmes profils identiques, mais il y a quand même des similitudes et tu sens qu'il y a une ligne directrice au sein du club dans le profil qui est recherché. Vrai buteur qui occupe bien la surface de réparation, qui se déplace très bien dans le dernier tiers, qui est jeune aussi, 23 et 20 ans c'est assez jeune, et qui est capable de décrocher. Un petit peu sans plus. Même si Højlund est quand même bien meilleur que Vlahovic dans ce domaine. Bon. Donc, premier point, parce que c'est vrai que jusque-là, les entraîneurs passaient de Mourinho à Zidane, à Nagelsmann, à Luis Enrique. Voilà, c'est difficile à digérer. Pareil, les numéros 9, hein, Osimhen, qui techniquement n'est pas le meilleur, qui prend la profondeur, alors que Harry Kane, ta deuxième piste, est techniquement à des années-lumière d'Osimhen, décroche beaucoup plus que lui, va pas prendre la profondeur. Colomani, qui lui va balayer toute la largeur. Bon bref, des profils qui n'ont aucun sens entre eux, quoi. C'est une liste qui est faite au hasard, quoi, parmi les mecs qui sont les plus bankable aujourd'hui. Mais donc là, et puis pareil, Kane plan A, Vlahovic plan B, enfin, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, tu sais pas trop comment ça fonctionne, c'est pas trop sur quoi, en fait, ça se base, le plan. Bref. Bon alors, Højlund, il n'a pas des stats de buts marqués qui sont dingues. Hein. 42 matchs, 16 buts cette saison, mais il a une palette de finition qui est assez diversifiée. Il est gaucher, comme Haaland, à qui il est comparé, comme Vlahovic qui lui est quasi exclusivement gaucher. Højlund, il s'en différencie parce que lui, il est capable de terminer pied droit. Voilà, si tu regardes, il y a beaucoup de buts qui met pied droit, il est plutôt bon avec son mauvais pied. Il fait 1m91, mais sa participation au jeu est plutôt intéressante. Alors il est bon dos au but hein, pour contrôler, pour se retourner aussi, il utilise bien son corps et surtout, il dézone beaucoup pour aller chercher les 1 contre 1. C'est quelqu'un qui aime dribbler, tout simplement. Ça peut paraître bizarre hein, quand on parle d'un blondinet d'un pays scandinave qui fait 1m90, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime bien aller sur le côté gauche pour aller prendre les 1 contre 1 ou alors attaquer un petit peu la profondeur. Alors sans plus, hein, c'est pas non plus Kylian Mbappé, très très loin de là, mais il le fait plus que Vlahovic. Et Vlahovic a plus tendance à décrocher sur le côté droit, quand Højlund va être attiré vers le côté gauche, qui est notre pôle de créativité. Donc pareil, c'est un point en plus pour lui. Par contre,
concernant les 1 contre 1, les dribbles et tout ça, l'Atalanta est une équipe qui a beaucoup moins la possession que le PSG, qui joue plus en contre-attaque, donc les 1 contre 1 qu'il joue actuellement, c'est pas ceux qu'il jouera au PSG. C'est-à-dire que là, il est lancé, c'est des 1 contre 1 où ça va très vite, ça se joue sur une demi-seconde. Au PSG, avec notre équipe de sénateurs, autant le prévenir que les 1 contre 1, c'est plus sur des phases arrêtées que tu les joues. Voilà. Sans ballon, il a un bon mouvement, une belle lecture du jeu, compréhension de l'espace. Alors bien sûr, les courses entre le central et le latéral, les courses dans la surface, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, tu prends ses buts, c'est pas les plus sexy. Il marque quasiment exclusivement depuis la surface, et à chaque fois c'est des buts qu'on peut qualifier de tapines, mais forcément c'est comme Haaland, pour mettre le tapine, il y a une raison qui réside dans son intelligence de déplacement juste avant, sa proximité avec ses partenaires aussi, techniques, hein. Il aime bien reprendre les centres fuyants, et la profondeur aussi. Voilà, quand tu remontes le ballon, quand tu es en contre-attaque, c'est quelqu'un qui va aller attaquer la profondeur, un peu comme Osimhen. Voilà, petite comparaison. C'est pour ça, moi, Osimhen, vraiment, c'était mon numéro 1, objectivement, au-delà du prix qui est demandé par Papi De Laurentiis. Vraiment, Osimhen, j'adorais sa capacité à prendre la profondeur. Que Ojloun fait aussi un peu, pas trop non plus, hein, pareil, hein, tout ça c'est à nuancer parce qu'on parle de quelqu'un qui a 20 ans, qui n'est pas non plus un crack générationnel et qui reste quand même à polir, voilà, qui aujourd'hui se cherche encore un petit peu dans ses caractéristiques tactiques et qui donc doit être entouré d'un entraîneur, d'un cadre tactique très clair, très défini, où il pourra bosser ses défauts avec de vraies consignes et pas jeter dans la gueule du loup comme l'a été Ekitike cette saison. Donc voilà, il aime bien être lancé depuis notre pôle de créativité à gauche. Il aime bien reprendre les centres à ras de terre, puisqu'on verra le jeu de tête est un peu un défaut chez lui, malgré son 1m90. Le problème, c'est que les centres un petit peu fuyants entre le but et les 5,50 m, au PSG, on n'en fait pas beaucoup. On n'est pas trop là-dedans. Donc, ça réduirait le volume d'occasion qu'il a, à moins que Luis Enrique développe cette phase de jeu. Mais en fait, je ne vois pas Luis Enrique demander à son équipe de faire ce genre de choses, quoi. Il a une bonne vitesse aussi, hein, ça peut être aussi un défaut de Vlahovic, parce que ce qui est criant entre le Vlahovic de la Fiorentina et le Vlahovic de la Juve, c'est la vivacité qu'il a perdue. Aujourd'hui, il loupe des contrôles qui sont très simples, et aussi il peine à prendre de vitesse ses adversaires, alors que quand il était à la Fio, c'était un buffle, quoi. Le mec, il y allait, et quand il était lancé, tu pouvais pas l'arrêter. Là, Ojloun est quand même, je pense, plus explosif, c'est-à-dire qu'il a une belle accélération pour prendre son vis-à-vis dans la profondeur. Et ça, c'est plutôt une qualité intéressante pour jouer aux côtés d'Mbappé, bien évidemment. Alors, il a aussi des défauts, bien sûr. Il n'est pas très bon dans les airs. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas excellent comme on pourrait le penser quand on regarde sa fiche technique. Par exemple, ton gardien qui envoie un parpaing sur lui, il essaiera à tout prix de contrôler avec ses pieds plutôt qu'avec sa tête ou avec son torse. Voilà. Et ensuite, la qualité de passe qui n'est pas extraordinaire. Bon, disons que techniquement, il est meilleur dribbleur, meilleure conduite de balle que passeur. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va te sortir des centres millimétrés ou des passes dans la profondeur pour Kylian Mbappé, comme le ferait un Harry Kane, évidemment, hein, de source allemande. Harry Kane a refusé le PSG. Donc voilà, c'est un profil intéressant que j'aime pas mal, mais encore une fois, tu as mis déjà 30 millions l'année dernière sur Ekitike que tu as levé cette année. Bon, à voir ce qu'on va faire avec Ekitike. Le Parisien a encore martelé hier qu'il était sur le marché des transferts, Hugo, mais c'est bien gentil, personne s'y intéresse. Et s'il part, ce serait plus dans le cadre d'un prêt. Donc faire encore un pari sur ce genre de profil, bon, j'aimerais d'abord qu'on se positionne sur une valeur un peu plus sûre, même si ça me paraît un petit peu compliqué, voire surréaliste, utopique. Hier, j'ai oublié de parler de la rumeur Hugo Lloris parce que dans le journal d'équipe, on nous a dit qu'on l'envisageait en tant que numéro 2. Rumeur que je comprends absolument pas. Parce que en numéro 2 aujourd'hui, t'as Navas qui te coûte très cher, salaire de titulaire pour être numéro 2, mais Lloris,
ce serait pareil, prendrait un gros salaire. Il vient pas libre de tout contrat. Je crois que son contrat il se termine en 2024 à Tottenham, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Luis Campos se plaint du jeu au pied de Donnarumma, mais prend Lloris qui est sûrement pire que lui. Voilà. Et les tirs au but. Quand tu es gardien numéro 2, tu es amené à jouer les matchs de coupe, donc potentiellement des séances de tirs au but. Je suis pas sûr que prendre un numéro 2 qui est exécrable dans ce compartiment de jeu, ce soit l'idée du siècle. Voilà. Lloris a tout de la défaite en janvier sous la neige contre Nice, voilà, au tir au but, au Parc des Princes, glacial, et notre gardien qui en sort pas une. Bref, voilà pour aujourd'hui. Alors Vlahovic, ça continue, hein, on s'y intéresse vraiment. À voir ce que la Juve acceptera en matière d'indemnité, parce que là-dessus, je suis pas très confiant, disons, hein, et surtout, j'ai vraiment pas envie de mettre plus de 55 millions, comme je l'ai dit dans la vidéo que je lui ai consacrée, parce que ça reste quand même un joueur qui n'a pas été opéré de la pubalgie, techniquement a certaines lacunes et sort quand même d'une saison assez compliquée, tout simplement. C'est vrai qu'on pourrait envisager un Lautaro Martinez, mais le problème c'est que l'Inter, ils ont déjà fait leur oseille avec Onana qu'ils ont vendu 50-55 millions je crois. Donc là je pense qu'ils sont plutôt tranquilles. Alors ils ont signé Marcus Thuram avec un gros salaire, vous me direz, 6 millions net par an. Mais Romelu Lukaku, pour l'instant, il n'est pas retourné puisque Chelsea proposerait Romelu Lukaku et de l'argent, je crois, en échange de Vlahovic. Bon, bref, j'ai quand même hâte que le dossier Kane se termine parce que j'ai l'impression qu'il est en train, voilà, de paralyser complètement le marché des numéros 9 qui est à l'arrêt total cet été, à part le Real Madrid qui a fait José Lu et le départ de Karim Benzema, les clubs n'ont pas encore bougé de manière très très concrète. Voilà. Et puis aussi, évidemment, il y a ce marché complètement dérégulé où un Colomani coûte 90 millions et un Osimhen 200. C'est la folie totale. Bref, il y a Mbappé aussi, dossier qui... Je pense que tout va s'accélérer assez rapidement quand Mbappé et Kane seront casés pour la saison prochaine. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement, là ce week-end, je pense pas que je ferai de vidéo à moins d'une actualité urgente parce que je me prends un petit week-end à la mer tranquille. On va profiter avec les potes. Ciao les potes, oui, vous aussi, vous l'êtes. Et prenez soin de vous, bien évidemment. On se retrouve du coup lundi, je pense, ou mardi au plus tard. Ciao les amis.